Hey, ça fait longtemps. Du coup, je suis de nouveau là, sinon vous serez pas en train de regarder ça. Ça fait 2 semaines que j'ai rien posté, une semaine parce que j'étais en vacances et une autre semaine parce que j'avais la flemme, voilà. Donc, je suis de... Ah, ça, oui, ça, j'ai même pas fait exprès en plus, hein, vraiment. Je suis tombé en scooter, en gros, vous voyez, il y avait des voitures. À un moment, il y a un intervalle entre deux voitures, moi je dis vas-y, je passe. Mais il pleuvait. Et du coup, en tournant, mon scooter est parti. Et j'ai rien fait de mal, j'ai vraiment juste tourné, j'ai rien demandé. Et mon scooter a décidé autrement, bah écoutez. Bon. Je vais chercher la caméra. Non, la petite vanne en mode maintenant je suis en fauteuil roulant. Non, regardez. J'ai peur de descendre maintenant. Du coup, puisque j'ai loupé 2 semaines, eh ben je vais faire 2 vidéos cette semaine. 2 vidéos cette semaine. 2. 1, 2, 3. No, pas 3 quand même. Oh, et la vidéo de l'épisode 2 sur Turnip Boy, Tados le navet, ce sera la semaine prochaine. Parce que l'épisode 2, faut que je le reconstitue parce que problème de tournage. Horrible. Mais faut que je fasse un épisode 2 quand même parce que l'épisode 1 a fait 235 vues. Du coup, c'est rentable. 2 vidéos cette semaine. Donc, vous l'avez compris, au jingle, aujourd'hui, on va aller lire des critiques, sens critiques de gens qui détestent mes films préférés. Je vous explique comment ça fonctionne avec Alice au Pays de Merveilles. Alice au Pays de Merveilles, donc, oui. À chaque fois, j'ai réuni sur sens critique la critique négative la plus appréciée, c'est-à-dire la critique qui est 5 ou en dessous de 5 en note, et qui a le plus de likes. Voilà. En dessous, j'ai mis la critique la plus négative que j'ai trouvée. La plus négative. Et s'il y en avait 2 qui étaient tout autant négatives, par exemple qu'il y a plein de 1, j'ai pris le 1 qui revenait le plus haut, donc qui était le plus liké ou le plus lu. Donc ça revient un peu au plus apprécié, mais le plus apprécié des plus négatifs. Et enfin, la critique avec le titre qui m'énerve le plus. Je sais pas s'il y a ça aussi sur Letterboxd. Je sais que Letterboxd est plus connu que Sens Critique. Mais sur Sens Critique, on peut donner un titre à ces critiques. Et souvent c'est assez méchant. Bref, donc on commence donc par Alice au Pays des Merveilles. J'étais en train de regarder cette vidéo trop bien. Accompagnez-moi pour un urbex numérique dans les profondeurs des mondes virtuels abandonnés. Le titre est beaucoup trop long mais très bien. Je vous la conseille, évidemment. L'incompris. Quel est mon ressenti à la vue de ce titre ? C'est vraiment la critique négative. C'est vraiment la critique négative la plus. Il va être dur ce tournage. Ah ouais. Il a que 2 j'aime pour un film aussi connu d'une telle ampleur. Allez, c'est parti. 1 an après Cendrillon, je ne savais pas. Alice au Pays de Merveilles est plus jeune que Cendrillon. Le studio change son fusil d'épaule. J'ai pas changé le fusil d'épaule. J'aime pas fusil de SCH, c'est pour ça que je connais pas bien les paroles. Une autre totalement loufoque, assez éloignée des habitudes du studio. C'est vrai qu'Alice au Pays des Merveilles, c'est assez éloigné de ce que fait Disney. Alice au Pays des Merveilles est probablement l'œuvre la plus mal aimée de cette période par le public, dont une bonne partie n'entre pas dans une histoire probablement beaucoup trop non-sens, mais aussi par Walt Disney, ainsi qu'une partie de l'équipe de réalisation elle-même. En gros, personne n'aimait ce film. Même ceux qui ont fait le film, ils détestaient. Je savais même pas ça. Si ça se trouve, il dit n'importe quoi. Hein. Qu'on se le dise, ça n'est pas parce que tonton Walt a vendu le féerique pendant toute sa vie qu'il était particulièrement attaché à lui. Et malheureusement, le fait est qu'il dévoua ce long métrage bien trop perché pour lui. Pour ma part, si j'avais énormément de mal avec lui dans mon enfance, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enfants qui avaient peur de Alice au Pays de Merveilles et qui le reniaient. Pauvre film. Il fait partie des films que j'ai fini par comprendre et apprécier avec l'âge. Il n'y a pas tant de choses à comprendre dans Alice au Pays de Merveilles. Il y a peut-être quelques... Il n'y a pas... Ouais, c'est pas non plus une œuvre philosophique. Hein. Comprenant a posteriori des messages et des sous-textes peut-être inadaptés à de jeunes enfants. Il y en a plus dans le livre, des sous-sens que dans le film. Mais bon, il y en a aussi. S'il est très loin de faire partie de mes films préférés de la firme, il a réussi à obtenir un certain respect de ma part et peut-être une certaine nostalgie pour un dessin animé clairement sous-exploité qui n'a soit pas assez, soit trop assumé son côté loufoque
et décalé. Mais c'est une très bonne critique pour un 5. Oui, quand j'étais petit, j'aimais pas, il y a tout le monde qui aime pas, mais il est bien, l'incompris, carrément, dans le titre, il dit, il est incompris. Et déjà, je trouve que c'est partiellement faux. La critique la plus négative. Alice au pays des hippies. Et pourtant, Alice, si tu savais ce qui va se passer dans ta tête. Cringe. J'avais oublié les premières longueurs du début, longue introduction à la poursuite du lapin. Mais belle chanson d'Alice, moi je trouve pas que c'est une si longue introduction à Alice au Pays de Merveille. Il y a vraiment des Disney avec une beaucoup plus longue introduction. Alice, elle est là, elle apprend une leçon, elle en a marre, elle chante, elle poursuit un lapin. Anecdotique. Le dodo, les frères jumeaux, l'histoire du charpentier. Et voilà, c'était sûr, des gens qui ne comprendraient pas l'absurdité. En fait, il faut un certain niveau je sais pas moi, de débrancher son cerveau, enfin même pas de débrancher son cerveau pour Alice au Pays de Merveille, je sais même pas s'il y a besoin vraiment de débrancher son cerveau. Jusqu'au début des festivités, la chanson des fleurs, l'animation est remarquable et fait penser à The Wall de Pink Floyd. Ok. Épisode presque très psychédélique de La Reine de Cœur, qui m'insupporte. Alors ouais, je suis d'accord, quand Alice est dans le Pays des Merveilles, la Reine de Cœur c'est sûrement le moins bon passage, et pourtant c'est le plus long, ce qui n'en fait pas non plus un passage insupportable. Bon, il abuse peut-être un petit peu. Aussi j'aimais pas quand j'étais plus petit, parce que quand on passait à la Reine de Cœur, ça voulait dire dernière étape du Pays des Merveilles, et c'était une exploration pour moi à chaque fois. Peut-être parce que j'oubliais à chaque fois, peut-être j'étais amnésique, peut-être. J'ai vraiment beaucoup vu ce film quand j'étais plus petit. Ce dessin animé m'est mal à l'aise. Je peux comprendre. Que cherche Alice au fond? Quand va s'arrêter ce défilé délirant d'absurdités toujours plus grotesques et contradictoires? Bah tu vois, lui, il était totalement contraire. Lui, quand il a vu la scène de la Reine de Cœur, il était en mode enfin, c'est fini. Alors que moi, j'étais en mode non! Pourquoi ne peut-elle pas rentrer chez elle? Mais parce qu'elle est dans un rêve. Enfin, je viens peut-être de vous spoiler le film, hein, mais bon, c'est logique. On sait quand même que Alice elle est dans un rêve. Mais pourquoi ne peut-elle pas rentrer chez elle? Elle est tombée dans un terrier de lapin qui l'a fait tomber à plusieurs mètres de bas. Elle cherche une sortie, elle s'est totalement perdue. Pourquoi elle peut pas rentrer chez elle? Parce qu'elle a pas de GPS? Parce qu'elle peut pas appeler un Uber? Enfin, pourquoi elle peut pas rentrer chez elle? Quel message retenir? La curiosité est un vilain défaut. L'objet de curiosité peut faire traverser bien des épreuves. Et pour finir se révéler être un piège, menant ici au ridicule, sentence ultime pour un enfant, mais tu cherches beaucoup trop loin, c'est un Walt Disney. J'ai aussi cru à un message du type il faut grandir en son temps, ne pas être trop pressé, être curieux pour profiter des opportunités, expérimenter, rencontrer, mais garder le chemin de la maison en tête pour ne pas se perdre. Je le déteste, quantito. Allons voir ce qu'il fait sur son compte. Déjà la photo de profil, nul. Alors. Oh lolo, oh lolo lolo. Système de notation sur Sens Critique en théorie. Navet, mauvais, je déteste ceux qui font ça. Hein. Qui montrent leur système de notation alors qu'on comprend. Quand tu mets une étoile, on sait que c'est nul. Quand tu mets 10 étoiles, on sait que c'est très bon. Enfin, il n'y a pas besoin de le dire. Par contre, quand il met 3,4, ça veut dire pas mal. Ça veut dire sur Letterboxd, les gens ils se contentent de 5 étoiles pour noter un film. Sur Sens Critique, on en a 10 et il y en a encore qui mettent des 3,4, 5,6. Non mais. Ok, d'accord. Kill Bill, Interstellar. J'appelle Reggie le gorilla tout de suite. J'appelle tout de suite Reggie le gorilla. Tout de suite. Il va faire une vidéo réaction. Ouf, il va pas être content. Tu couperas au montage, menteur. Le titre qui m'énerve le plus. Un chef-d'œuvre surestimé. Chose surprenante. On dit chose surprenante. Au début des années 50, Disney adapte le roman décrié de Charles Ludwig Doxton alias Lewis Carroll. Ah ouais? Car vous n'êtes pas sans savoir que Les Aventures d'Alice au Pays des Merveilles a été écrit par l'auteur pour une gamine de 10 ans, avec qui il entretenait une relation quasi paix.
Qui est rempli d'allusions aux drogues et qu'il contient bon nombre de séquences défiant toute logique. Alors ça c'est logique ça par contre. Et l'un des Disney les moins réussis. Et comme le personnage d'Alice, nous avançons les yeux fermés vers un voyage plein de couleurs et de chansons, mais qui n'amène finalement à rien. Pays des merveilles, couleurs, c'est coloré, c'est fait pour... Oh là là. Bon bref, c'est pas grave. D'autres peuvent y voir aussi une quête ou plutôt un passage vers l'âge adulte. Paradoxe Disney, notre blondinette d'héroïne enseigne malgré elle aux jeunes spectateurs à grandir. Alors, moi je trouve que toujours à chercher le message de oui, passer à l'âge adulte, même dans Alice au Pays de Merveille, ça n'a aucun sens. Quand est-ce que dans Alice au Pays de Merveille, elle passe à l'âge adulte ? Elle se perd, mais jamais elle passe d'enfant à adulte. Enfin, avant de rêver, elle est en mode ouais, j'ai pas envie d'apprendre ma leçon. Et après, elle est en mode oui, apprenons la leçon, je sais plus. Enfin, non, elle dit pas ça. Elles vont aller boire une tasse de thé, un truc dans le genre. Je sais pas s'il a vraiment tant évolué que ça. Vous me direz votre avis. Beaucoup trop de personnages font des apparitions parfois éclairs, devenant de simples faire-valoir parfois. Tweedledee et Tweedledum, le dodo, le Chatchester. Et ça aussi c'est bien, ils apparaissent un peu et ils partent. À chaque fois t'as d'autres idées que dans le design des personnages, dans les musiques, dans leur animation, dans l'histoire, et plein de nouvelles idées qui s'enchaînent, faisant un classique hélas très surestimé. Et si c'était toi qui le sous-estimais ? Peut-être. Spider-Man Across the Spider-Verse. Seul contre tous. Bonjour à tous. Au vu des notes et critiques dithyrambiques, je me permets cette critique bien moins positive. Puisque, pour le moment, la seule que j'ai pu lire sur le site se résume à « ouin c'est woke ». Je vais donc apporter mon point de vue et mon incompréhension face à une moyenne aussi haute. Puisque le film est nul à chier. Tout d'abord, afin de me situer face aux autres films de Spider-Man, je ne suis pas fan du personnage. Et 4 versions différentes tout de même. Ouais, c'est vraiment beaucoup. J'ai apprécié les opus 2 et 3 de Sam Raimi, ainsi que l'opus précédent New Generation. Donc il a bien aimé New Generation, mais il n'a pas aimé la suite. Alors que, selon la plupart des gens, Across the Spider-Verse est meilleur que Into the Spider-Verse, donc New Generation en français. Donc le 2 est meilleur que le 1 pour beaucoup de gens. Mais lui, il a bien aimé le 1, mais le 2, il a dit que c'est nul. Je pense, je vais essayer de préchoter, que c'est parce que le 2 n'est pas un film complet et que la suite sortira en 2027. Elle était censée sortir en 2024. Ouais, si, elle était censée sortir en 2024, décalée en 2027. Moi, je râle pour ça. Je ne garde aucun souvenir de la version de Mark Webb, et la version MCU m'est tellement désagréable que je n'ai pas regardé No Way Home. Ah oui, quand même. Il y a l'animation qui a... Oh là là, non, il a mis l'accent sur le A, qui a un style unique et magnétique. On ressent tout le travail effectué et l'influence street art, Legends, yo. À ce niveau, c'est assez démentiel, je dois l'admettre. Que l'on aime ou non le rendu, nous sommes face à une vraie proposition de cinéma. C'est vrai que la proposition artistique de ce film a vraiment changé l'animation dans le cinéma. Je sais pas si c'est le premier à avoir utilisé ça, mais en tout cas il l'a vraiment démocratisé, comme on a eu ensuite dans les Tortues Ninja, Teen Machin, le Robot Sauvage, le Chapeau T2, tout ça. Le personnage de Gwen, qui a une belle évolution. Ah là là, l'accent sur le A, non. La mise en scène avec un multivers très bien utilisé. Il y a une idée à chaque plan. Ok, donc il ne va pas se plaindre du multivers Spider-Verse. Ça, c'était quand même une crainte parce que l'un des plus gros points forts des films Spider-Verse, justement, il y en aura 3, bah c'est le Spider-Verse, évidemment. Ça laisse l'opportunité de plein de styles graphiques différents, Bref, c'est vraiment une très bonne idée, ce truc de Spider-Verse. Autant, dans le MCU, le multivers, ça devient... tu peux plus regarder un film séparément. Moi, j'avais regardé Venom 2, à la fin, il se téléporte, j'ai pas compris, et il y avait Spider-Man, et pouf, et voilà. Faut voir les 125 autres films pour comprendre. Le fanservice ultra agressif, si bien qu'à chaque référence absolument pas subtile, des fans hurlaient dans la salle. Mais
Il est dans quelle salle, lui, aussi? Il y a un Spider-Man, il apparaît, ils sont tous en mode... Un épisode de série géant qui sert de transition se fait ressentir. Qui sert de transition, c'était sûr. Typique du MCU, encore une fois, et certains designs douteux, le vautour parchemin. Ah, le vautour parchemin était très stylé pour le coup, hein, vraiment très cool. Le Spider-Man anarchiste était très stylé aussi. Pourquoi ils trouvent les designs douteux? C'est vraiment les plus originaux, les plus cool du film, et Gwen. Ok. Cependant, cette animation marque un tournant et rend ce film important dans son domaine. C'est vrai que c'est vraiment un film important, et c'est possible qu'on en reparle dans une dizaine d'années. On verra ça dans une dizaine d'années. Ou dans une vingtaine d'années, ou même dans une trentaine d'années, parce que les films qui changent l'animation comme ça, on n'en a pas tout le temps. Critique la plus négative, ça doit être un 1. Où est-ce qu'on voit d'ailleurs? Ah ouais, là, 1. Quelle déception, quelle arnaque! Arnaque? Le film a demandé des années de production, de la sueur, de 2 heures, quelque chose, le film, et toi tu dis que c'est une arnaque. Ok, bon. Le film ne vaut évidemment pas 1 sur 10, mais je tiens à contrebalancer ces fanboys de super-héros toxiques qui n'ont aucun goût cinématographique et qui alimentent cette industrie mortifère. Ok, donc il a mis un 1 alors que ça vaut pas un 1. Je peux pas critiquer, j'ai déjà fait ça une fois. J'ai déjà fait ça une fois pour Batman et Robin contre Mr. Freeze. J'avais mis une très mauvaise note parce qu'ils avaient craché sur l'image de Mr. Freeze et maintenant pour beaucoup de monde, Mr. Freeze est égal Arnold Schwarzenegger qui fait des blagues nulles. Ça m'énerve, alors que j'ai un pop Mr. Freeze. Là tout de suite on dit plus rien. Et surtout il vient de m'insulter pour contrebalancer ces fanboys de super-héros toxiques. Moi je suis un fanboy de super-héros toxiques, je ne savais pas. Pourtant j'ai mis un 9 ou un 10 à ce film. Un 10. J'ai mis un 10. Un 10, ça fait comme un indice en mode l'enquêteur. Et de créativité, vide de créativité. C'est l'un des films les plus créatifs de 2024. J'en perds mes mots. Non, tous les Spider-Man ont une idée graphique, tout... Je l'ai cheapé. Crever en silence Hollywood et toute l'industrie mondiale du cinéma. Mais mets un 1 à tous les films tant que t'y es. Car vous n'aurez plus ma pitié. Hollywood en sueur. On n'aura plus la pitié de Fred Mo. Hollywood en sueur. Au diable, les Sergent Pepper ou autres pseudo-influenceurs. Sergent Pepper est si connu que ça dans Sens Critique? Aïe. Moi, c'est un de mes éclaireurs, Sergent Pepper. C'est quoi, c'est lui qui a fait la critique positive la plus appréciée, du coup il lui crache dessus? Il y a vraiment un monde Sens Critique en mode... Oh, Sergent Pepper. Je suis sûr il a encore mis une bonne note. Un désastre. Catastrophe, trop de multivers, voilà, trop de multivers alors que c'est le but. Tu regardes un film qui s'appelle Across the Spider-Verse. Le précédent s'appelait Into the Spider-Verse et le prochain s'appellera Beyond the Spider-Verse. Tu t'attendais à quoi? Encore des Spider-Man partout jusqu'au dégoût. C'est le but, c'était montré dans les bandes annonces, des couloirs géants avec plein de Spider-Man de partout. C'est le but. Dialogue et blagues insupportables, d'accord, comme tu veux. Encore et encore des blagues insupportables. Jusqu'au dégoût, encore une fois, ce film Spider-Man atteint clairement la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Dégoût le plus total, encore du dégoût. Dans 99% des cas, tous les... Aïe 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 aïe, la faute, mon dieu. Le méchant est insupportable et il est impossible de l'arrêter. Je pense qu'il parle pas de Miguel O'Hara, je pense qu'il parle de la tâche. La tâche, il est génial ce méchant. Au début, même Miles Morales, il le regarde en mode... C'est une blague ou quoi? Il vient, il vole du pain de mie dans un supermarché, genre il est ridicule le méchant. Et à la fin, il contrôle tous les multivers, il veut anéantir Miles Morales, alors qu'au début on aurait dit une blague, c'est une évolution de fou pour le méchant. Comment ça il est insupportable? Impossible de l'arrêter, je pense pas, je pense que dans le 3 ils arriveront à l'arrêter quand même. Bon. Par Pierrick. C'est un éclaireur. Bon. Oh là là, tout compact comme ça, oh là là. Allez, c'est parti. Les humains ont abandonné une terre devenue invivable pour s'enfuir dans l'espace. Il a même pas mis d'espace après le point, il en avait rien à foutre. Seul Wall-E, un robot oublié, est resté là et passe son temps à ramasser de la ferraille et à la compacter puisqu'il est programmé pour ça. C'est alors qu'arrive Eve, robot d'exploration envoyé pour vérifier si la Terre est redevenue possible, si la vie est redevenue possible sur
la Terre. Wall-E en tombe amoureux et va la suivre partout, jusqu'au vaisseau spatial contenant ce qui reste de l'humanité. Voici donc ce supposé chef-d'œuvre considéré comme un des fleurons des productions Pixar. Ah oui, le film est vraiment, vraiment très bien. Il est émouvant, il y a de l'action, ça parle de l'humain, à quel point l'humain il est trop nul, il détruit la planète, ensuite il part dans l'espace, il devient gros et il sert à rien. À quel point il y a... Genre, l'idée, la planète a été abandonnée, ils ont créé des robots pour réparer la planète. Au final, le projet il a été abandonné, les humains ils sont restés, ils savent que ça sert plus à rien, tous les robots sont morts et il reste plus que Wall-E. Enfin, on ne sait pas s'il reste plus que Wall-E, il y en a peut-être un en Afrique alors que Wall-E il est aux États-Unis. Il y en a peut-être plusieurs encore des Wall-E, mais il est encore là à faire son travail parce qu'il est programmé pour ça, alors qu'il n'y a plus aucun espoir, mais il continue. Il est programmé pour ça, il peut pas... Enfin, c'est trop bien, j'adore l'idée. Qui a été écrit et réalisé par Andrew Stanton, un des génies de la firme Eve Wall-E. Voilà, vous avez là les essentiels dialogues de ce foireux exercice d'anthropomorphisme adapté à la robotique. C'est le but. Imaginez Wall-E si Wall-E et Eve parlaient. Je crois que Eve elle parle un peu. Non, je crois qu'elle dit que Wall-E, Wall-E. Ah, je sais plus, est-ce qu'elle dit des vrais mots à part Wall-E à un moment? La joie, la peine en ce qui concerne le sexe, on ne sait pas. On évite d'en parler, même si il est curieux de découvrir des machines sexuées. Il y a un garçon et une fille. Alors que les humains ne le sont, paraît-il plus. C'est pour ça que t'as pas aimé Wall-E? C'est pour ça que t'as pas aimé Wall-E? Parce que Wall-E et Eve ne peuvent pas copuler? Mais quel immonde personnage. Il est vrai qu'en 2008, on n'était pas encore en plein terrorisme. Woko, cancez-le. Pourquoi est-ce que c'est mon éclaireur, lui? Pourquoi c'est mon éclaireur? Il veut voir des... Ah, 66 ans, tout s'explique. Tout s'explique. Bon, alors on va prendre avec le prisme d'un homme de 66 ans. Woko, cancez-le. Le film consiste donc en une longue course-poursuite qui voit le dépassé Wall-E cavaler derrière la performante Eve. La première partie, qui montre le quotidien du nettoyeur, est ennuyeuse et interminable. Je préfère largement regarder LCI. Bien plus amusant. Certes, l'animation tient la route. C'est un fait. C'est un minimum, mais si les décors de la Terre en ruine sont bien foutus, ils n'apportent rien de nouveau par rapport à ce qu'on a pu voir dans plein de post-apo. Ça se met à bouger lors de l'arrivée des héros dans le vaisseau, avec ces humains obèses et impotents complètement dépendants de la technologie, représentés par une armée de robots effectuant toutes les tâches, alors que l'humain se fera jamais dépasser par la technologie. Regarde, j'ai des que Facebook qui Sens Critique sur mon cellulaire. Comment voulez-vous que je me fasse dépasser par... bref. La fable écolo se double ici d'une critique caustique du tout techno et de la domotique, mais ça va tourner court pour laisser place à une longue série de cabrioles fastidieuses qui va au Wall-E poursuivre, perdre et retrouver sa dulcinée. Les deux héros... Les deux héros s'alliant, in fine, pour sauver une plante ramenée de terre, et ainsi prouver aux hommes qu'ils peuvent rentrer at home. I am a little bit anglais. On ne sait pas de quoi ces gros lards se nourrissent, vu qu'il n'y a rien dans leur appareil qui ressemble à de la bouffe, ou un moyen d'en fabriquer, et on se demande, vu leur état physique, comment ils vont remettre d'aplomb la planète dévastée. Alors ça, tu as la réponse dans le générique, avec des dessins et des fresques. Sur laquelle ils n'ont d'ailleurs jamais mis les pieds, puisqu'ils zonent dans l'espace depuis des générations.
Mais ce sont là des détails triviaux qu'il vaut mieux ignorer étant donné qu'on a visiblement affaire à une fable utopiste. C'est vide, c'est barbant, ça aurait pu être bien, mais ça rate largement la cible. Alors mon cher, c'est un film pour enfants. Arrête de chercher la logique dans un film pour enfants. Ils n'ont jamais mis leurs pieds sur Terre et alors, d'accord, ils arriveront pas, peut-être pas à recréer la Terre comme elle était avant. C'est un film pour enfants et en plus, les humains, ils ont vraiment la volonté de redécouvrir et de recréer la Terre. Et on voit à la fin qu'ils donnent vraiment de tous leurs efforts pour réapprendre à marcher et tout. Donc, il était un mini camion de poubelle. Il te recrache à la gueule. Psychanalyse. Tu comprends pas à quel moment t'es censé t'identifier à eux. T'identifier à qui? Aux humains? Bah, tu peux t'identifier aux humains en te disant que c'est probablement l'avenir de l'humanité. Qui a envie de passer sa vie dans un fauteuil qui vole? Ok, il parlait donc des humains, mais parce que tu montrais à un mec des années 1800 qui a envie de passer sa vie sur un canapé à scroller, ils te disent non, alors que pourtant il y en a qui le font de nos jours. Donc, qui a envie de passer sa vie dans un fauteuil qui vole? C'est un truc adaptatif, ça se fait avec le temps. C'est pas toi, on te demande est-ce que tu veux passer ta vie comme un humain de Wall-E, tu dis non. Par contre, tu demandes à un humain de Wall-E est-ce que tu veux vivre la vie du mec qui a écrit cette critique, il te dit non, parce que lui, il est bien dans son fauteuil volant. Pourquoi je dois lui expliquer ça même? Il a quel âge, lui? 25 ans. À quel moment l'humanité a détruit la Terre sans réagir une seule seconde? Bah, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire, il y en a quelques-uns qui réagissent, il y a quelques écolos qui disent arrêtez de prendre l'avion, arrêtez de faire ci, arrêtez de faire ça servira à rien. Comment on a pu y vivre si les gens ne faisaient plus rien? Les robots. Comment ça se fait que le film n'a aucun sens? Il a totalement du sens, le film. Critique avec le titre qui m'énerve le plus. Mort à Pixar. La réalité est que Pixar voulait détruire Disney, et elle y est arrivée. Pixar a tué le dessin animé 2D. Mais en fait, Pixar est devenu Disney. Sa production annuelle, ses thèmes ultra consensuels et conservateurs, un peu de plastique neuf pour vendre un nouveau film, de nouveaux jouets, de nouveaux Happy Meal chez McDo. On va dire ça à tous ceux qui ont travaillé sur Wall-E, hein. Va dire à tous ceux qui ont travaillé sur Wall-E qui travaillent pour faire des jouets McDo. Allusion foireuse à 2001, désolé, ça ne suffit pas. Alors, allusion foireuse à 2001, je crois qu'il n'y a que Otto le méchant qui fait allusion au méchant de 2001, je crois qu'il n'y a rien de plus. Il restera le message écologique étonnant, incroyablement anti-américain, ou le début d'une prise de conscience. Enfin, message de 2025, prise de conscience des États-Unis? Non. Dernier film de la vidéo, Harry Potter. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Merci d'avoir mis le titre en anglais. Merci. Il nous a rappelé. Il y a le titre en français ici, mais il nous rappelle qu'il critique le film en anglais. Alors, on n'a pas besoin de lire le résumé. Incontestable. On l'a refait. On l'a refait. J'ai mal lu le début, je suis désolé, les cadreurs, les ingé-sons, on refait. On lance la scène. Réalisateur, c'est prêt? Caméraman? Ok, 3, 4, c'est parti. Incontestablement destiné à un public préadolescent, le film raconte une histoire entraînante et rythmée dont les 2h30 passent en un clin d'œil. Oh là! On l'a refait. Les décors passent du réussi au très passable, quelle que soit leur nature. Alors, Harry Potter, décor très passable! Harry Potter, décor très passable! C'est moi où il critique vraiment tout le contraire du film. Across the Spider-Verse, il a dit qu'il n'y avait aucune idée, aucune créativité, alors que c'était le film avec le plus d'idées, le plus de créativité. Là, il dit que les décors sont passables, alors que c'est l'un des films les plus immersifs qui m'était donné de voir, Harry Potter. Le trio principal d'enfants et leur accent anglais sont crédibles, ok. D'où le titre en anglais, pour rappeler que j'ai pas regardé la VF, moi. J'ai regardé la VO personnellement. Ok, très bien, génial. La musique fait le boulot. La musique fait le boulot. Tarte ta gueule à la récré. Tarte ta gueule à la récré. Oui. Harry Potter et sa baguette magique. Le fan hystérique pourrait alors me reprocher d'être trop vieux et trop con.
Il a pas mis son âge. Il a pas mis son top 10 des films préférés. Et il a dit, oh mon dieu, à Napoléon. Vous ne pas avoir tout vu car j'ai d'autres choses à faire. Excuse-nous. Potter va à l'école des sorciers. Potter est soumis à une énigme et va à l'encontre de l'autorité professorale. Potter remporte le match du lycée. Potter reprend son enquête avec ses 2 acolytes et découvre que le méchant Voldemort est derrière tout ça. Potter tue le boss final avec un sortilège complètement farfelu sorti du fond de son trou de cul. C'est pas un sortilège volontaire, c'est pas lui qui fait... Potter est acclamé en premier de la classe par les mêmes professeurs qui l'avaient réprimandé. Non, je suis saoulé. La ressucée d'un salmigondi de fantaisie prépubère. Ouh, monsieur s'y connaît. Quand POV, Altaril, quand il a écrit sa critique, comment il a imaginé les lecteurs. Ah oui, d'accord. Il lâche les termes. Ah oui, tu connais. Ah ouais. Ouh, il est fort. Lui, il devait avoir des 10 sur 10 en français. Waouh. De la fantaisie de génie. Je connais pas Eugénie. Donc, fantaisie... De la fantaisie de... Non pas de la fantaisie de génie. De génie. C'est qui Eugénie? C'est J.K. Rowling qui a travaillé dessus. Elle s'appelle pas Eugénie. C'est qui Eugénie? Critique négative avec le titre que j'aime le moins. Le calvaire de 2h30. Au-delà d'un montage rendant l'année scolaire de Potter plus courte que les vacances de la Toussaint, le film fait 2h30. Tu voulais que le film résume jour par jour l'année scolaire de Harry Potter? Un film est égal une année scolaire. Et du coup, ils gardent les meilleurs moments. C'est genre un best-of de l'année scolaire. Ils allaient pas faire un film de 1 an? Ben, ça, c'est vraiment le pire argument possible. Je voulais dire genre que le montage faisait croire que tous les jours se suivaient et que du coup on aurait dit que ça faisait une semaine l'année scolaire. Sauf qu'on voit bien, un moment c'est Noël, un moment c'est Halloween, on voit quand même l'évolution dans l'année. Un dernier point, la musique de John Williams. D'accord, le thème principal est magnifique. L'un des meilleurs du cinéma. Mais je ne peux plus écouter John Williams sans penser à certaines scènes cultes de Star Wars, d'Indiana Jones, de Jurassic Park. Bah d'accord, bah c'est ton problème. C'est ton problème si t'écoutes Harry Potter et que tu penses à Star Wars, mais c'est pas mon cas, donc je m'en fiche. Bon, allez, on passe à la chambre des secrets. Courage, hein. Je te déteste. Je viens de comprendre un truc sur Sens Critique, quand les photos elles sont en noir et blanc, ça veut dire que l'acteur il est mort. Pour moi, quand c'était en noir et blanc, ça voulait dire, oui, la dernière photo de lui, elle était en noir et blanc, tellement il est vieux. Ça veut dire qu'ils sont morts, en fait. Un prochain épisode, parce que regardez ce qui suit. Je vous rappelle de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'il y aura 2 vidéos cette semaine. Qu'il y a une vidéo par semaine sur cette chaîne. Je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne principale car c'est ma chaîne principale et qu'il y aura bientôt une vidéo sur Chair de Poule qui sortira si possible en juillet. Je vais vraiment faire de mon mieux pour qu'elle sorte en juillet. Ou au pire début août, mais vraiment très début août. Mais ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas de vidéo en juillet. Je pleurerai. Non, je pleurerai pas quand même. Mais ce serait vraiment dommage qu'il n'y ait pas de vidéo en juillet. Je serais dégoûté. Je vais juste après cette vidéo là, je vais me mettre à travailler dessus sur la vidéo Thanos. Je vous rappelle aussi que si vous êtes créateur de contenu et que vous regardez cette vidéo YouTube, j'ai un serveur Discord en description avec plein de youtubeurs dessus. Donc si jamais tu fais des vidéos YouTube, que tu aimerais avoir plus d'abonnés, tout le monde veut ça, j'ai une petite communauté, t'en fais pas, y a pas une énorme pression, on est quoi? On est 30 dessus, on est 30, ça, tranquille, 30, t'es là, posé, tu connais tout le monde, tu postes ta miniature, les gens ils te donnent un avis sur ta miniature, ils disent si c'est bien ou si c'est mauvais, et toi tu changes, et c'est magnifique. Tu t'approches de la perfection. Ta miniature, t'es pas sûr? Tu la mets dessus, les gens te disent tous un truc à changer, tu la changes, elle est parfaite. Bref, donc, abonnez-vous à Tados, rejoignez le serveur Discord si vous êtes créateur de contenu, tout ça est en description. Et moi je vous dis, pas à la semaine prochaine, du coup, à cette semaine pour une prochaine vidéo, pas sur Turny Boy, ça sera la semaine encore d'après, sur UFFU. Voilà, ce sera sur UFFU.
Au revoir tout le monde, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. La nuit m'a sombré, mais t'accroches à mon bras. Tu peux pas m'attendre, enfermé à ce que tu m'attends là.